Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick portant sur les normes concernant les services de télésanté, l'utilisation des outils technologiques et le travail social. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour examiner les normes en détail aujourd'hui afin de mieux les comprendre et la manière dont les travailleurs sociaux peuvent mettre en œuvre ces principes importants en exerçant la profession. Cette séance, c'est une formation de l'association sur la déontologie, les normes et les lignes directrices qui est prévue par la nouvelle politique sur l'éducation professionnelle continue, l'EPC, que les membres ont adopté pendant l'AGA en juin 2021. Selon la nouvelle politique sur l'EPC, les membres praticiens et les membres non praticiens doivent suivre à chaque année au moins une séance de formation sur la déontologie, les normes et les lignes directrices qui sont offertes par l'association. Les membres de l'ATTSNB peuvent suivre plus d'une séance de formation si d'autres séances sont offertes et peuvent choisir la séance à laquelle ils veulent participer chaque année. Veuillez noter que pendant certaines années, une séance de formation peut être obligatoire pour tous les membres. Dans de tels cas, la TTSNB en informera l'ensemble des membres au début de l'année d'inscription. Les membres peuvent inscrire dans le journal du temps consacré à l'EPC une heure pour le visionnement du webinaire, qui est l'activité de la catégorie A de la politique sur l'EPC. Alors, n'oubliez pas d'inscrire votre participation au webinaire dans ce journal qui se trouve dans la partie du site web de l'association qui est réservée aux ressources pour les membres. Le webinaire comporte aussi des documents qui sont connexes, y compris une feuille de travail sur les scénarios d'ordre déontologique que vous pouvez remplir si vous le voulez. Le temps que vous consacrez à remplir ces autres documents peut être inscrit dans le journal en tant qu'activité d'apprentissage de la catégorie A. Nous recommandons que chaque membre prenne le temps d'examiner le document sur les normes et de remplir les documents connexes dans le cadre de leur activité de perfectionnement professionnel. Alors, tout d'abord, nous allons donner un peu de contexte pour expliquer l'origine des normes et les raisons pour lesquelles la TTSNB a décidé qu'il était important d'élaborer ces normes. Nous discuterons ensuite des avantages liés aux technologies ainsi que des défis et des risques qui peuvent être liés aux technologies et aux médias sociaux. Nous allons aussi discuter des diverses normes qui s'appliquent aux technologies et au travail social, notamment les devoirs déontologiques des travailleuses et des travailleurs sociaux envers leurs clients, dans leurs relations professionnelles, envers leurs collègues, dans le milieu de travail et à l'égard de la profession. Pour conclure, nous allons aussi discuter de certaines stratégies de gestion des risques dont les travailleuses et les travailleurs sociaux peuvent se servir afin de veiller à ce que les devoirs déontologiques soient respectés dans une société de plus en plus sur la technologie. Alors, commençons. Le recours aux technologies est de plus en plus fréquent au sein de notre société et en particulier dans l'exercice de la profession du travail social. À mesure que les systèmes de télécommunication évoluent et deviennent plus accessibles. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le recours aux technologies et la prestation des services de télésanté font partie du travail social à mesure que les systèmes de télécommunication continuent d'évoluer. Alors, les normes ont été élaborées en vue de guider les travailleurs sociaux lors de l'utilisation des outils technologiques et d'optimiser vraiment la prestation des services de télésanté. Et ce aussi en explorant les obstacles et les considérations d'ordre déontologique et aussi en renforçant l'adoption de pratiques exemplaires. Et vraiment ancré dans le code de déontologie de la TTSNB. Alors, le document vraiment constitue vraiment une mise à jour des normes sur l'emploi des technologies dans la pratique du travail social qui ont été adoptées en 2010. Alors, les anciennes normes qui demeurent encore en vigueur ont une portée très large et ne permettent pas de répondre à un bon nombre de questions que les membres posent sur l'intégration des technologies à l'exercice de la profession. Alors, étant donné que les technologies évoluent constamment, il a fallu élaborer des nouvelles normes plus pertinentes à la réalité technologique d'aujourd'hui.
Pendant cette présentation, nous allons aussi parler des devoirs déontologiques de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs sociaux qui sont énumérés dans le Code de déontologie de l'association. Comme vous le savez tous, le Code prévoit un ensemble de normes et de valeurs fondamentales que les membres doivent respecter et vous les trouverez à droite de l'écran. Le Code de déontologie de l'ATT-CNB prescrit les devoirs et les obligations déontologiques qui régissent la pratique du travail social au Nouveau-Brunswick et établit un ensemble de règles de conduite pour les travailleuses et les travailleurs sociaux. Le Code souligne l'importance des 8 devoirs déontologiques que vous trouverez à gauche de l'écran, dont les travailleurs sociaux doivent respecter en tout temps. Veuillez noter que le Code de déontologie de l'association ainsi que toutes les normes et les lignes directrices se trouvent dans la partie ressources pour les membres sur le site Web de l'association. Les technologies font partie de notre mode de vie et constituent maintenant vraiment une partie essentielle de la pratique du travail social. Cela est devenu évident pendant la pandémie de COVID-19. Quand de nombreux professionnels, notamment les travailleuses et les travailleurs sociaux, ont dû modifier rapidement les modes de prestation de services afin de respecter les lignes directrices de la santé publique et de se protéger et de protéger les autres. Même si les technologies sont en constante évolution et que de nouvelles technologies sont constamment développées, la pandémie a incité les gens à se servir de technologies comme ils ne l'auraient peut-être pas fait autrement. Étant donné que les réunions en personne n'étaient pas possibles, de nombreux fournisseurs de services ont dû offrir d'autres modes de prestation de services et les utilisateurs de services qui auraient préféré des rendez-vous en personne sont devenus plus à l'aise en se servant des technologies pour avoir accès aux services. La pandémie a non seulement modifié les modes de prestation de services, mais a aussi accéléré la création et l'utilisation des technologies dans le secteur de la santé. Certaines technologies qui devaient améliorer ou faciliter les soins de santé futurs sont maintenant considérées comme essentielles. Les soins virtuels sont devenus courants dans le milieu de la santé et les technologies continueront de constituer une option permettant de répondre aux besoins des gens. Alors, en raison de l'utilisation de plus en plus répandue des technologies, les gens se servent de diverses applications et plateformes et de divers médias sociaux pour communiquer avec d'autres personnes, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Les technologies sont des outils en constante évolution qui comportent de nombreux avantages quand ils sont utilisés comme il faut. Dans cette présentation, nous utilisons certains termes qui figurent dans les normes, comme par exemple, nous avons outils technologiques. Les outils technologiques, c'est vraiment tous les appareils électroniques ou les logiciels qui sont utilisés pour communiquer, recueillir, analyser ou échanger des informations. Ces outils peuvent comprendre les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les moniteurs, les montres intelligentes, les sites Web. Ensuite, nous avons les services électroniques de travail social. L'utilisation des ordinateurs, ça peut comprendre aussi les réseaux d'Internet, des médias sociaux, des systèmes de clavardage, des textos et du courriel et d'autres outils électroniques, comme par exemple le téléphone cellulaire, les tablettes, les téléphoniques terrestres, technologies vidéo, peut aussi, premièrement, A, soit fournir des renseignements au grand public, B, offrir des services de travail social à des clients, et C, communiquer avec des clients et aussi gérer des dossiers et des informations confidentielles, et aussi stocker et consulter des informations sur des clients, et même organiser le paiement de services professionnels. Et ensuite, nous avons le terme télécommunication. Toute forme de communication par l'intermédiaire d'un appel téléphonique, ça peut être aussi d'une connexion câblée ou d'une télégramme, d'une radiotélédiffusion ou d'Internet. Ensuite, nous avons le terme de service de télésanté. Ça peut correspondre premièrement à un aspect particulier de services électroniques de travail social, dans le cadre duquel les travailleuses et les travailleurs sociaux
offrent leurs services en direct aux clients par l'intermédiaire des outils technologiques. Dans le même ordre d'idée, ça veut dire qu'est-ce que l'expression technologie de communication signifiait-elle? Les technologies de communication comprennent, premièrement, ça peut comprendre la technologie utilisée pour transmettre des textos et des courriels. Ça peut être aussi des plateformes de vidéoconférence, les médias sociaux, les sites web ou tout autre mode de communication en ligne. Les services électroniques de travail social sont vraiment dispensés à travers des technologies de communication. Nous devons nous familiariser entièrement avec l'utilisation des technologies de communication avant de nous en servir. Tout d'abord, il faut se demander si on a les connaissances puis aussi les compétences nécessaires avant d'essayer de dispenser des services à distance. Si la réponse est non, alors c'est vraiment important que les membres consultent et suivent la formation nécessaire pour pouvoir offrir des services électroniques vraiment qui est de manière compétente et en respectant la déontologie. Plusieurs employeurs offrent déjà des programmes de télésanté, comme par exemple de nombreux professionnels de la santé au Nouveau-Brunswick se servent de Zoom pour la télésanté. C'est un programme qui offre une sécurité élevée pour protéger les renseignements confidentiels. Mais les personnes qui ne disposent peut-être pas d'un programme de télécommunication par l'intermédiaire de leur employeur sont responsables de la recherche des plateformes de vidéoconférence qui nécessitent l'utilisation d'un mot de passe et d'un code d'accès pour les clients. Vraiment plus précisément, un logiciel qui est crypté, qui garantit aux membres de maintenir des normes de sécurité élevées. Au niveau de l'association, nous, on est d'avis que les réseaux qui sont fermés ou privés et qui sont payants, par exemple la version de Zoom, on doit payer, offre une meilleure sécurité informatique que la version gratuite. Il faut aussi se servir d'un réseau sécuritaire pour dispenser des services plutôt qu'un réseau qui est sans fil public qui peut poser des risques pour la sécurité. Il est important de prendre de telles mesures afin de renforcer la sécurité des services de télésanté. Mais il ne faut pas aussi quand même oublier qu'aucune plateforme de vidéoconférence n'est totalement à l'abri des piratages. Donc, c'est important d'informer le client des risques avant de dispenser des services. Et nous donnerons aussi d'autres conseils à cet égard plus tard au cours de la présentation. Même si les travailleuses et les travailleurs sociaux qui exercent dans le secteur privé doivent aussi obtenir une police d'assurance responsabilité professionnelle, comme indiqué dans notre code de déontologie. Alors, toutes les travailleuses et travailleurs sociaux et tous les travailleurs qui envisagent d'obtenir une telle assurance. La compagnie d'assurance responsabilité professionnelle, BMS, c'est vraiment en partenariat avec l'Association canadienne des travailleuses et des travailleurs sociaux, offre des tarifs qui est réduit aux membres de l'association. Cette assurance s'applique aux services électroniques aussi et la compagnie offre différentes options pour répondre aux besoins des membres. Veuillez communiquer avec les fournisseurs d'assurance pour vraiment obtenir de plus amples détails sur les possibilités en matière d'assurance. Nous voulons aussi souligner que le ministère de la Santé, ici au Nouveau-Brunswick, offre aux professionnels de la santé un accès gratuit à Zoom pour la télésanté pendant la pandémie de COVID-19 pour vraiment assurer aux gens du Nouveau-Brunswick un accès sécuritaire aux services de télésanté pendant la pandémie. Le programme a été prolongé jusqu'au mois de mars 2023, date à laquelle vraiment le programme sera révisé. Alors, toute personne qui veut obtenir un compte gratuit de Zoom pour la télésanté ou vraiment ils veulent obtenir de plus amples détails ou de renseignements sur le programme Zoom, vous pouvez aussi communiquer avec le ministère et on a aussi inséré le lien, aussi l'adresse à la droite. De nombreux avantages peuvent découler des services de télésanté s'ils sont dispensés comme il faut. Les services de télésanté constituent un moyen d'améliorer l'accès et la continuité des services dans toutes les régions.
Ça enlève aussi des obstacles, hein, en permettant aux professionnels de fournir des services aux gens qui, peut-être autrement, ne seraient pas en mesure d'obtenir des services. Comme par exemple, les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour un rendez-vous en personne à cause des problèmes liés au transport ou peut-être parce qu'ils habitent dans une région rurale ou éloignée. Ceux qui ne peuvent pas prendre congé pour des rendez-vous ou ceux qui n'ont pas accès à des services de garde d'enfants. Aussi, un autre avantage, c'est que la télésanté peut être un mode efficace de prestation de services pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se réunir en personne. Surtout, par exemple, pendant la période de la pandémie, lorsque les réunions en personne n'étaient pas possibles, il a fallu trouver d'autres modes de prestation de services. La télésanté facilite aussi les communications et le travail et peut servir à réduire le temps et les dépenses, comme par exemple pour un client qui n'est pas obligé de se déplacer pour un rendez-vous. Il faut toujours faire preuve de prudence en se servant des technologies et les travailleuses et les travailleurs sociaux doivent toujours tenir compte de leurs devoirs déontologiques ainsi que de l'intérêt supérieur du client lorsqu'ils ont recours aux technologies. Même si les technologies peuvent constituer des outils très efficaces pour les travailleuses et les travailleurs sociaux, et peut même améliorer la prestation de service de nombreuses façons, il faut quand même se souvenir que les rendez-vous virtuels ne pourraient ne pas être indiqués dans tous les cas. L'utilisation des outils technologiques présente de nombreux avantages, mais elle a également des limites dont il faut tenir compte. Il y a des problèmes, comme par exemple, aussi peut-être certaines limites possibles, comme si on a des problèmes comme la mauvaise qualité de la connexion Internet, aussi peut-être l'absence de connexion dans les régions rurales. D'autres limites, par exemple, ça pourrait être le risque de panne et d'interruption de service. Je sais que nous avons tous connu des pannes d'électricité. Aussi, même si les travailleuses et les travailleurs sociaux prennent des mesures pour protéger la confidentialité et la vie privée, l'utilisation des outils technologiques présente quand même des risques à cet égard. Lorsqu'on fournit des services de télésanté au lieu de rencontrer le client en personne, il peut être difficile d'évaluer son bien-être physique. Une autre limite, ça pourrait être que la prestation des services de télésanté peut aussi avoir des effets sur les liens thérapeutiques, car il est plus facile de nouer de tels liens en personne. Ça peut aussi être difficile de comprendre la communication non verbale et de mobiliser le client quand les services sont dispensés à distance et non pas en présentiel. Tous les clients ne sont peut-être pas à l'aise en utilisant des outils technologiques. Ils n'ont pas les connaissances technologiques pour obtenir des services de télésanté de manière efficace. Une autre limite, ça pourrait être que le milieu familial du client peut poser des obstacles en raison d'enfants ou d'animaux domestiques, des risques quant à la vie privée ou même d'entraver des conversations qui étaient libres et ouvertes. La International Social Workers aussi signale que les travailleuses et travailleurs sociaux du monde entier disent qu'ils trouvent difficile d'établir des relations de confiance étroites avec des nouveaux clients qui reçoivent des services à distance, de maintenir la communication avec des clients et d'assurer la participation continue, que ce soit avec des enfants et des familles dans des conférences de cas virtuelles et des communiqués de très mauvaises nouvelles par téléphone. Alors, les travailleurs sociaux doivent tenir compte de l'ensemble des avantages, mais aussi des limites de l'utilisation des outils technologiques, puis aussi d'être en mesure de prendre une décision sur la pertinence des services de télésanté pour chaque client. La prestation de services de télésanté ne convient pas à tous les clients et peut, dans certains cas, les décourager de continuer à utiliser de tels services. Avant le premier rendez-vous avec un client, les travailleurs sociaux doivent tout d'abord décider s'il est convenable de dispenser des services aux clients par mode électronique. Alors, afin de prendre une décision, il faut tenir compte de la nature des interventions qui sont offertes. On peut se poser la question, est-ce que les interventions peuvent être réalisées à distance de manière efficace?
Serait-elle plus efficace si elle serait réalisée en personne? Les les travailleurs sociaux doivent aussi déterminer si le client a accès aux technologies nécessaires pour participer à distance. On peut se poser la question, est-ce que le client a-t-il un accès Internet qui est fiable? Est-ce qu'il y a un téléphone ou un ordinateur qui peut lui donner accès au système de prestation de services? Il faut aussi tenir compte du milieu du client et déterminer s'il peut y avoir accès à un réseau fiable et sécuritaire. On peut se poser la question, est-ce que le client a-t-il accès à un endroit qui est privé où il peut se servir des outils technologiques pour obtenir des services? Est-ce que le client va être à l'aise de communiquer à cet endroit? Un autre point important, c'est qu'il faut aussi évaluer la capacité du client à se servir des outils technologiques. A-t-il accès aux outils technologiques? Peut-il les utiliser? Le client a-t-il une déficience intellectuelle qui rend difficile les communications par voie électronique? Si le client présente des symptômes cognitifs, peut-être tels qu'une perte de contact avec la réalité, une psychose, la prestation de services en ligne ne serait peut-être pas dans l'intérêt supérieur du client. C'est toutes des choses à évaluer. Nous pouvons aussi évaluer les compétences informatiques du client. On peut se poser la question, est-ce que le client serait-il à l'aise en utilisant des outils technologiques pour obtenir des services? Est-ce que les services de télésanté seraient-ils une source de stress pour le client? Alors, les préférences du client sont très importantes dans une telle situation, car les clients doivent donner leur consentement éclairé avant de recevoir des services de travail social, et ce consentement doit être donné volontairement, sans pression et ni contrainte. En prenant la décision, les travailleurs sociaux doivent tenir compte de d'autres facteurs, comme par exemple, est-ce qu'il existe des obstacles sur le plan linguistique, culturel ou autres qui peuvent renforcer l'importance des communications en personne. Peut-être dans certaines cultures, la prestation de services de télésanté peut être considérée comme impersonnelle, froide, déconnectée et irréelle. C'est important de tenir compte de ces facteurs dans la prise de décision. Alors, après avoir examiné tous les éléments de la situation, les travailleurs sociaux doivent déterminer quel mode de prestation de service convient mieux aux clients. Les services dispensés en personne ou bien par voie électronique. Alors, c'est toutes des choses à prendre en considération. Il est aussi important de maintenir les intérêts supérieurs du client, puis de favoriser son autodétermination quand on travaille auprès de lui à l'aide d'outils de télécommunication que quand on travaille auprès de lui en personne. Alors, dès que l'occasion se présente, euh, la travail social ou le travail social a l'obligation de discuter avec le client de ses droits, de ses responsabilités et des limites des règles de confidentialité. Il faut également suivre la préférence personnelle du client de manière raisonnable, mais aussi en ce qui concerne la prestation du service en personne, aussi par téléphone ou par vidéoconférence. Et aussi, on doit aussi discuter de la nature des interventions pertinentes du travail social et mettre en relief les forces et les lacunes correspondantes et faire une évaluation adéquate du bien-être du client. Quel que soit le support utilisé pour la prestation de service, les travailleurs sociaux sont tenus d'exercer leur rôle dans les limites de leurs compétences, de leurs aptitudes et de leurs connaissances des outils technologiques. C'est également essentiel d'utiliser une connexion Internet sécurisée au lieu d'un réseau sans fil qui est public ou gratuit. Il faut préciser que la nature des informations qui seront échangées, euh, ce qui sera pris en note et ce qui sera inclus dans le dossier du client. Il faut aussi que le client comprenne les limites qui s'appliquent aux services de télésanté et l'utilisation appropriée des outils technologiques. Alors, que faire si le client ne veut pas participer à des rendez-vous virtuels ou il ne veut pas continuer d'y participer? Comme j'ai déjà dit, les rendez-vous virtuels ne conviennent pas dans tous les cas. Les travailleurs sociaux doivent déterminer si les services de télésanté sont appropriés au début de la relation
et doivent continuer d'évaluer leur efficacité pendant la période des interventions. Si les travailleurs sociaux sont d'avis que les outils technologiques ne sont pas appropriés ou efficaces pour les interventions auprès d'un client, ils peuvent aussi se pencher sur d'autres possibilités. Par exemple, la prestation des services par téléphone, en personne ou par d'autres programmes. On peut aussi prendre le temps, hein, c'est important d'expliquer aux clients la façon dont les rendez-vous virtuels se déroulent et de lui donner d'autres détails et des conseils. Les travailleurs sociaux doivent aussi collaborer avec le client afin de trouver le mode de prestation de service qui lui convient le mieux et qui répond mieux à ses besoins, mais aussi à son milieu. Alors, est-ce que les travailleuses et travailleurs sociaux doivent obtenir le consentement du client avant de tenir des rendez-vous virtuels? Alors, la réponse est oui. Alors, il faut obtenir le consentement du client avant de fournir des services, y compris des services de télésanté. Pour des clients mineurs qui ne répondent pas aux critères pour être considérés comme un mineur mature et qui ne peuvent pas consentir aux services de télésanté, les travailleurs sociaux doivent obtenir le consentement nécessaire du parent ou du tuteur. Votre employeur, par exemple, ou même votre superviseur aura peut-être d'autres instructions particulières à vous donner au sujet du consentement. Pour certains organismes, il suffit d'obtenir le consentement verbal avant d'offrir des services de télésanté. Les travailleuses et les travailleurs sociaux doivent se tenir compte au courant des politiques et des lignes directrices de l'employeur qui portent sur le consentement. Les travailleuses et les travailleurs sociaux doivent aussi discuter avec le client le plus tôt possible de la nature des services de télésanté, tout comme ils discuteraient de la prestation des services en présentiel. Pour ce qui est des outils technologiques, il faut discuter de ce qui suit. Premièrement, on doit discuter, le client doit comprendre les risques et les avantages liés aux services virtuels et aux technologies. Nous devons aussi expliquer notre responsabilité de préserver la confidentialité et les mesures que nous prenons pour assurer la confidentialité. Nous devrions aussi discuter avec le client de la fréquence des communications et des délais de celles-ci. Autrement dit, il faut dire aux clients à quel moment vous lirez leur message et répondrez à ceux-ci. Il s'agit d'un aspect important de l'établissement des limites dans les relations avec les clients. Les travailleuses et travailleurs sociaux doivent aussi prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité du client et obtiennent des services de télésanté. Si les services sont dispensés par écrit, les travailleuses et travailleurs sociaux ne peuvent pas voir ou entendre le client. Alors, il faut donc poser peut-être certaines questions pour voir vraiment, pour voir si le client connaîtrait la réponse afin de vérifier son identité. Un autre point, c'est qu'il est important que la travailleuse sociale ou le travailleur social euh, crée un plan avant le rendez-vous pour gérer toutes les crises qui pourraient survenir pour le client qui obtient des services de télésanté. Comme par exemple, au début de la prestation de service, il est conseillé d'évaluer le réseau d'aide du client et de lui donner des coordonnées peut-être de diverses ressources communautaires et des services d'urgence auxquels il a accès dans sa communauté. Les travailleurs sociaux devraient discuter avec le client des mesures à prendre s'il y a des problèmes informatiques. Comme par exemple, ils peuvent peut-être convenir à l'avance que s'il est impossible de se communiquer par voie électronique pour une raison quelconque, la travailleuse sociale ou le travailleur social téléphonera le client pour tenir le rendez-vous par téléphone par la suite. Alors, avant de rencontrer le client, euh, on peut lui donner des conseils sur la façon de régler des problèmes informatiques qui peuvent se poser. Par exemple, si on ne peut pas entendre l'autre personne, il faut vérifier que le micro est activé. Si votre employeur dispose des politiques et des lignes directrices sur l'utilisation d'outils technologiques, il faut en informer le client afin de fixer des limites précises des relations professionnelles.
La confidentialité, comme vous le savez, hein, c'est un aspect essentiel de la pratique du travail social. Nous sommes tenus de respecter toutes nos obligations professionnelles, que nous dispensons les services à la clientèle en personne ou en mode virtuel. En tant que travailleurs sociaux, nous sommes aussi tenus de respecter la confidentialité pour une durée indéterminée, même si nous ne fournissons plus de services aux clients ou si le client est décédé. Peut-être un petit exemple, il ne faut pas divulguer des renseignements dans les médias sociaux au sujet du décès d'un ancien client si ce dernier n'avait pas donné son consentement. Une autre personne pourrait peut-être lire le message et comprendre qu'il s'agissait d'une violation de la vie privée du client. Même si celui-ci est décédé, la famille pourrait peut-être présenter une plainte auprès de la TTSNB. Même si la confidentialité est importante pour protéger les droits les droits des clients, il faut aussi gagner la confiance du client et établir des bonnes relations professionnelles. Il est important de se rendre compte des limites de la confidentialité. Les travailleuses et les travailleurs sociaux peuvent aussi divulguer des renseignements du client si celui-ci a donné son consentement et indiquer exactement quels renseignements peuvent être divulgués et à quelle personne. Les travailleurs sociaux sont aussi tenus de divulguer des renseignements confidentiels lorsque la loi ou le tribunal l'ordonnance. À titre d'exemple, ils sont obligés de signaler immédiatement au ministère du Développement social si, mettons, on aurait des préoccupations et si on aurait des motifs de croire qu'un enfant est maltraité, il a besoin de protection. Alors, conformément à la loi sur les services à la famille. Un autre point, c'est que les travailleurs sociaux sont aussi obligés de divulguer sans consentement certains renseignements du client afin de prévenir un préjudice éventuel. Comme par exemple, si un client dit qu'il a l'intention de faire du tort à une autre personne ou à lui-même, la travailleuse sociale ou le travailleur social doit en informer les autorités pertinentes et les personnes qui pourraient être à risque. Les travailleurs sociaux aussi, ils peuvent divulguer des renseignements confidentiels dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre d'affaires disciplinaires de l'association, concernant peut-être une plainte contre lui-même ou d'autres travailleurs sociaux ou d'autres personnes. Aussi, juste à titre d'information, si vous voulez obtenir de plus amples renseignements sur la confidentialité, vous pouvez aussi consulter les lignes directrices qui concernant la divulgation de renseignements confidentiels dans une situation de préjudice éventuel qui sont affichées sur le site Web de l'association. Alors, une autre petite question, puis-je faire une recherche à des fins personnelles sur les réseaux électroniques du bureau? Peut-être voici un exemple. Si, admettons, une travailleuse sociale qui travaille au sein du ministère du Développement social veut engager une nouvelle gardienne, puis avant de confier ses enfants à cette personne, elle veut vraiment faire une recherche dans le réseau Famille NB pour savoir si la personne a jamais fait affaire avec le ministère du Développement social. Alors, est-ce qu'elle peut faire cette telle recherche? La réponse est non. Les travailleurs sociaux ne doivent jamais se servir des réseaux électroniques du bureau à des fins personnelles. Premièrement, ça s'agit d'un abus du pouvoir qui va à l'encontre de la déontologie et enfreint le code de déontologie, notamment les articles, premièrement, article 1.5 au niveau de la confidentialité, mais l'article 2.1 au niveau des limites professionnelles appropriées. La travailleuse sociale ou le travailleur social qui fait une recherche à des fins personnelles, premièrement, ne respecte pas les politiques de son employeur et peut faire l'objet de mesures disciplinaires, telles qu'une lettre d'avertissement ou bien même le traitement d'une plainte ou l'imposition d'une autre sanction ou des conditions. Nous avons parlé des recherches dans les réseaux sociaux du bureau, mais les travailleuses et les travailleurs sociaux peuvent-ils chercher un client dans les médias sociaux comme Facebook? Peut-être voici des questions qui peuvent être utiles en prenant la décision. Premièrement, tout d'abord, est-ce que quand on fait de la recherche
des renseignements sur un client, sur une page Facebook, vraiment sans motif professionnel valable, est-ce que ça touche la vie privée du client? Pourquoi faire une telle recherche? Est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur du client ou par simple curiosité? Que ferions-nous des renseignements que nous retrouverons? Les renseignements qu'on découvre sur la page Facebook auront-ils un impact sur la relation thérapeutique? Les renseignements qu'on découvre en ligne sont-ils vraiment fiables et exacts? Mon employeur, est-ce qu'il y a-t-il une politique sur les médias sociaux? Si je fais une recherche, cela constituerait-il une violation de la politique? Alors, c'est toutes des questions qu'on peut se poser avant de faire des recherches sur les clients en ligne et dans les médias sociaux. Même si les renseignements affichés dans les médias sociaux sont publics, les travailleuses et les travailleurs sociaux doivent tenir compte de l'intention des recherches. Vraiment, si vous avez besoin d'informations, pourquoi ne pas poser la question au client? Selon la National Association of Social Workers, les travailleurs sociaux devraient obtenir le consentement avant de faire une recherche électronique au sujet du client. Mais des exceptions peuvent s'appliquer si la recherche est faite pour protéger le client ou une autre personne, ou d'un préjudice grave, prévisible et imminent, ou peut-être pour une autre raison professionnelle qui est essentielle. Selon l'article 2.1 du Code de déontologie, les travailleurs et les travailleurs sociaux doivent maintenir des limites professionnelles appropriées tout au long de leur relation professionnelle, mais même après celle-ci. L'établissement de limites, des limites est extrêmement important dans l'exercice de la profession du travail social, et surtout lorsque les services sont fournis par voie électronique. Il faut être encore plus prudent lorsqu'on dispense des services de télésanté, car les risques liés aux limites professionnelles sont plus élevés lorsqu'on se sert des outils technologiques pour dispenser des services. Alors, afin que des limites professionnelles soient maintenues, on peut s'assurer que le lieu des rencontres est un espace professionnel et privé et sans distraction. Les travailleuses et les travailleurs sociaux doivent s'habiller de manière professionnelle, même si les réunions sont tenues par voie électronique. Par exemple, comme le pyjama ne constituerait pas une tenue professionnelle, même si les réunions sont virtuelles. On doit aussi maintenir des limites professionnelles appropriées lorsqu'ils se réunissent et communiquent avec des clients en ligne. Ils doivent tenir des réunions selon un calendrier établi et communiquer avec le client pendant les heures du bureau. Mais c'est sûr qu'il y a surtout des fois, il y a peut-être des exceptions aussi. Aussi, c'est important qu'on évite toutes les relations doubles, tous les conflits d'intérêts, puis toutes les conditions par rapport aux limites professionnelles et à l'utilisation des outils technologiques. Qu'est-ce que je dois faire si un client veut devenir mon ami sur Facebook? Si vous recevez une telle demande de la part d'un client ou d'un actuel ou un ancien client qui veut être votre ami sur un réseau social, il est important de penser avant d'agir. Voici quelques questions qui peuvent peut-être vous aider à prendre une décision. On peut se poser les questions suivantes. Par exemple, les limites avec mon client ou mon ancien client sont-elles bien fixées? Si j'accepterais sa demande, est-ce que ça va créer de la confusion? Quelle est l'intention du client qui fait la demande? Si j'accepterais sa demande, est-ce que ça enverrait un message ambigu sur le plan affectif? Est-ce que ça donnerait lieu à un conflit d'intérêts? Est-ce que j'établis une bonne distinction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle? Si j'accepte la demande d'un client ou d'un ancien client qui veut devenir mon ami sur Facebook, dois-je les accepter tous? Est-ce que je dois tous accepter tous mes clients? Pourquoi accepter un client plutôt qu'un autre? Puis quel serait l'avis de mon employeur? Alors, c'est sûr, c'est des questions que vous pouvez vraiment répondre, mais de notre côté, au niveau de l'association, vraiment, si vous recevez une telle demande,
Nous, on recommande que vous deviez peut-être rappeler aux clients les limites professionnelles et la nature du travail pendant la période des relations professionnelles. Les travailleurs sociaux peuvent refuser poliment la demande, puis expliquer les politiques et les limites professionnelles qui sont fixées par l'employeur ou l'organisme pour ce qui est des réseaux sociaux. Quant aux paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, les travailleurs sociaux devraient éviter de rendre publics les détails de leur vie personnelle. Vous pouvez aussi limiter l'accès public aux réseaux sociaux dont vous servez. Il est important aussi pour les membres d'éviter d'afficher des images, des insultes ou des messages de violence sur les réseaux sociaux qui peuvent donner une mauvaise impression d'eux-mêmes, de leurs clients, de leurs collègues, de leur employeur ou de la profession. Il ne faut pas oublier que les mesures que nous prenons et la manière dont nous nous comportons sur les réseaux sociaux peuvent avoir une incidence non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'intégrité de la profession. Les infractions peuvent donner lieu à une lettre d'avertissement de la part de votre employeur ou une plainte présentée contre vous auprès de l'association. Alors, il est important de faire attention à tout ce que nous affichons sur l'Internet et en ligne et de se souvenir que même si un message a été supprimé et semble avoir été disparu, il demeure toujours accessible. Nous sommes donc tous responsables de ce que nous affichons dans les réseaux sociaux. Alors, voici une autre petite question. Si un client qui déménage dans une autre province et vous demande de continuer à fournir des services de télésanté, pouvez-vous fournir des services en ligne à un client qui habite dans une autre province? Alors oui, vous pouvez continuer de fournir des services, mais seulement si vous êtes immatriculé et enregistré dans la province où le client habite au moment de la prestation de service. Alors, les membres praticiens de l'ATTSNB peuvent fournir des services en personne ou en ligne aux clients qui habitent au Nouveau-Brunswick seulement. Euh, mais par contre, si vous voulez fournir le service en ligne à un client qui habite à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, vous devez vous familiariser avec les exigences réglementaires et aussi d'inscription dans la province ou le territoire où le client habite au moment de la prestation de service. Et veillez aussi à ce que vous soyez immatriculé. Alors, pour conclure, ben, vous devez toujours tenir compte de ces conseils, comme qu'on a mentionné au courant de la présentation. Ces stratégies peuvent vous aider à réduire certains des risques liés aux outils technologiques utilisés en travail social. Il y a peut-être des petits conseils à retenir. Premièrement, réfléchissez toujours avant d'envoyer un message ou de l'afficher dans les médias sociaux. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons en ligne reste en ligne. Un autre conseil, c'est avant d'envoyer un message, pensez au test de journal. Qu'est-ce que ça veut dire, le test de journal? Si, par exemple, si votre message était publié dans le journal, seriez-vous content? Vous pouvez aussi tenir compte des personnes qui peuvent lire votre message. N'oubliez pas que cette personne peut faire tout ce qu'elle veut avec le message que vous avez affiché ou bien même envoyé. C'est important de fixer des limites professionnelles appropriées, mais aussi de les respecter. Respectez vos obligations professionnelles et les politiques de votre employeur sur les réseaux sociaux et la prestation de services de télésanté. Si vous avez des doutes ou des questions sur la déontologie, demandez des conseils. Vous pouvez consulter vos superviseurs, vos collègues et aussi même les membres de l'association peuvent également consulter l'association ou même un avocat également, si nécessaire. Enfin, pensez toujours à l'intérêt supérieur de votre client. Puis je pense que c'est ça le mot-clé, c'est vraiment l'intérêt de nos clients. Les normes comprennent une discussion vraiment plus approfondie sur les stratégies que vous devriez appliquer afin de gérer les risques. On vous conseille fortement de lire le document et d'intégrer ces stratégies dans votre pratique personnelle, mais aussi professionnelle.
Comme toujours, si vous avez des questions sur les normes ou d'autres détails fournis pendant la présentation, n'hésitez pas à communiquer avec l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Et aussi, vous allez voir aussi les façons de nous joindre. À titre de rappel, n'oubliez pas d'inscrire le temps que vous avez consacré au webinaire, lequel constitue une séance de formation de l'association sur la déontologie, les normes et les lignes directrices. Et vous pouvez l'inclure dans votre journal des heures consacré aux activités d'éducation professionnelle continue. Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi inscrire le temps que vous consacrez à la feuille de travail connexe sur les scénarios d'ordre déontologique, laquelle est affichée sur le site web de l'association. Alors, au nom de l'ATTSNB, je vous remercie de votre participation au webinaire d'aujourd'hui et merci pour tout le travail que vous avez effectué en tant que travailleuses et travailleurs sociaux. Alors, bonne journée!